Ok, bonjour. Donc, on va plonger directement dans l'action. Je n'ai pas vraiment de petite présentation à faire comme que je fais d'habitude. Donc, dans la capsule sur la motivation, on avait défini la vitesse instantanée comme la valeur limite des vitesses moyennes mesurées sur des intervalles de temps de plus en plus courts. De façon générale, supposons qu'un objet se déplace en ligne droite selon une équation du mouvement S est égal à F de t, où S est le déplacement, une distance orientée, de l'objet depuis le moment choisi comme origine du temps jusqu'au temps t. On appelle fonction position la fonction f qui décrit le mouvement de l'objet. Donc ici, je vais juste faire quelques petits commentaires pour vous aider à visualiser tout ce qui se passe. En fait, on nous dit qu'un objet se déplace en ligne droite. Donc ici, ça peut être la ligne sur laquelle l'objet se déplace, par exemple. Donc ici, je peux imaginer, j'ai un petit objet, et là, il se déplace. On dit que c'est orienté, donc on peut dire que positif, ce serait vers la droite, négatif vers la gauche, c'est une convention. Et là, en fait, on a une fonction f qui nous dit, là, à chaque fois que je lui donne un temps t, elle me redonne f de t, et s va être égal à ça. S, en fait, c'est le déplacement de l'objet depuis le moment choisi. Donc, on peut s'imaginer que ça, c'est des coordonnées. Et là, j'essaie de voir, là, ce serait quoi le plus simple. On peut mettre ici 0. En fait, non, je vais pas mettre 0 juste pour simple. Mais mettons que mon objet est à la position 1. Ici, on peut avoir, par exemple, 5. Mais si, mettons, ça c'est t, ça ici, c'est les positions de l'objet. Donc, on choisit, c'est un peu arbitraire, mais on met des coordonnées sur la ligne sur lequel l'objet se déplace. Et là, si je veux savoir à un temps, par exemple, t0, je veux savoir où mon objet est rendu, ben, j'ai juste à le donner à ma machine, elle va me donner f de t0, puis mettons que t0, c'est mon instant initial, donc c'est ce que je choisis un peu au moment où mon expérience commence. Dans t0, ça va être égal, par exemple, à 1. Donc, ça, c'est la position de mon objet au moment t est égal à en t0. Et je pourrais avoir un autre moment, par exemple, en t égale 1. Je pourrais avoir f de 1 est égal à 5. Donc, s, ce serait le déplacement de mon objet à ce moment-là. Ça se pourrait aussi là, que mon objet décrive, mettons, il s'en va par là, puis après ça, il rebrousse chemin, donc il revient là. Donc ça se pourrait que ça c'est en T1, en T0. Ça se pourrait qu'en T1, ça vale 5. Donc ici, je vais écrire la position de mon objet en T1. Et ça se pourrait qu'en T2, oups, ce que je peux faire là, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là, c'est ça que mon objet il se déplace toujours le long de la ligne, mais j'ai pas le choix de faire superposer pour qu'on puisse voir. Ici, ça pourrait être T2. Donc, T2 pourrait être égal, par exemple, à, on va dire 3. Donc, ça se pourrait que F de T2 est égal à 3. Donc, il pourrait revenir sur ses pas. Il n'y a rien de mieux contredit que ça. OK. Et là, on va un peu analyser davantage qu'est-ce qui se passe. Donc, durant l'intervalle de temps t est égal à a jusqu'à t est égal à a plus h, le changement de l'objet est donné par f de a plus h moins f de a. Encore une fois, je peux vous faire un petit dessin ici. Avec un peu de chance, ça va être plus clair que le précédent. Donc ça, c'est les positions de mon objet. Je peux s'imaginer ici en 0. Là, à un certain moment, donc ça, c'est la position de mon objet initial. Après ça, à un certain moment A, donc en t égale A, je pourrais par exemple avoir que mon objet soit rendu à cette position-là. Donc ça, c'est la position
en t est égal à a. Puis un peu plus tard, h moment plus tard, si tu veux, en t est égal à ah, il pourrait être égal ici. Ben, toute la distance qui a été parcourue, donc le changement de position, ça c'est, si on veut savoir, la position totale, c'est ici. Donc là, pensez, si vous voulez, là, c'est pour ça que j'ai fait de l'exemple que je m'en vais de Montréal à Québec. Si je veux savoir j'ai parcouru de combien de kilomètres, ben, je prends la position de la ville de Québec moins la position de la ville de Montréal, puis ça va me donner le nombre de kilomètres total que je vais avoir parcouru. On peut penser, les autoroutes, là, néanmoins au Québec, sont numérotées avec des bornes qui indiquent le nombre de kilomètres depuis le début de l'autoroute. Donc, on peut penser à ça. Si tu veux savoir, à un certain moment, tu étais à la borne 50, et là, plus tard, tu es rendu à la borne 250, ben, instinctivement, si tu veux savoir, tu as fait combien de kilomètres, c'est quoi le changement de position que tu as eu, tu vas faire 250 moins 50, tu vas savoir tu as fait 200 km. Donc, tout ceci, là, je suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit, on est juste en train de formaliser. C'est ça la job du mathématicien. Et là, la vitesse moyenne de l'objet sur cet intervalle de temps est calculée par la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par le temps est égale à f de a plus h moins f de a divisé par h. Notons que cela donne également la pente de la séquente PQ. Donc le dessin qu'on peut avoir pour ça ici, ce serait celui-ci. Donc la séquence, c'est une droite qui passe par les points P et Q. Les deux points P et Q, ils sont sur la droite. Puis en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que si je veux savoir à quelle vitesse en moyenne je me déplaçais, il faut que je fasse cette équation-là ici. Oups, je me rends compte qu'il manque une petite parenthèse. Je vais refaire un beau A tant qu'à y être. Et donc, ça, c'est vraiment c'est l'équation d'une droite comme que vous l'avez travaillé. L'équation d'une pente. Mais c'est la vitesse moyenne. Donc, c'est la distance parcourue totale divisée par le temps en lequel on a parcouru cette distance-là. En fait, je me rends compte que si je fais ça, je suis en train de calculer la pente de la séquence PQ. Supposons maintenant que nous calculions les vitesses sur des intervalles de temps a plus h de plus en plus courts. Autrement dit, nous faisons tendre h vers 0. Nous définissons la vitesse instantanée, v de a, au moment t est égal à a, comme la limite de cette vitesse moyenne. Notons au passage que cela signifie que la vitesse instantanée au moment t est égal à a est égale à la pente de la tangente en p. Donc, pour clarifier tous ces propos dans notre esprit, rien de mieux qu'un exemple. Donc, on va en faire un au complet ensemble. Donc, vous pourriez avoir une question du style suivant. Une balle est lâchée du haut de la tour Eiffel à 300 mètres au-dessus du niveau du sol. Le nombre de mètres qu'elle a parcouru vers le bas après t secondes est donné par la fonction f de t est égal à 4,9 fois t au carré. Donc, ça c'est la situation. Il n'y a pas encore de questions. On peut avoir les questions suivantes. Quelle est la vitesse de la balle 5 secondes plus tard? Donc, juste avant de répondre à la question, je vais faire un petit commentaire le fun ici. Donc, ici, on voit que ça, c'est la fonction. Et c'est vraiment pas une fonction qui a été donnée à tout hasard. Si on fait 4,9 fois 2, ça fait 9,8. Et il y a ce qu'on appelle en physique mécanique la constante gravitationnelle. Donc, on note G, donc c'est juste une constante. Puis en fait, ça, c'est la gravité au niveau de la Terre. Donc, sur la surface de la Terre, les objets sont attirés vers la Terre, qui est pesante, qui a une masse, et il y a une certaine force. Ben, ça, c'est
c'est la force d'attraction terrestre au niveau du sol, donc c'est la gravité sur la planète Terre. Donc, c'est une constante que les physiciens ont trouvée. Et c'est, dans le fond, ce modèle-là, c'est vraiment ce qu'on aurait si on voulait modéliser la situation pour de vrai. Donc, c'est pas n'importe quelle fonction qui a été donnée au hasard, là. C'est vraiment ce que les jeunes, les jeunes, les étudiants, ils feraient dans un cours de physique au cégep ou même en première année de baccalauréat, quand on modélise différentes situations. C'est une situation assez simple, là, parce que la balle, elle tombe en ligne droite et on n'est pas en train de tenir en compte le vent ou d'autres facteurs. Mais dans un scénario simple, c'est exactement ça qui se produirait. C'est la vraie fonction qui modéliserait. Puis le 4,9, c'est ça, c'est pas juste un chiffre bizarre qui a été choisi au hasard. C'est vraiment empiriquement, si on mesure la force de la gravité à la surface de la planète Terre, ça serait égal à 9,8. Puis là, ben, je vous passe les détails de pourquoi qu'on obtient simplement la moitié dans le modèle. Mais c'est ça qui se passe. Donc, je vais peut-être juste écrire ça ici. OK. Et là, ben, pour répondre à la question, on va suivre la définition. Donc, on nous demande la vitesse à la balle 5 secondes plus tard. Donc, on va aller voir comment on fait ça. On a notre définition ici. La vitesse au moment A, ben, il suffit de calculer cette limite-là. C'est donné comme, en fait, on veut la vitesse instantanée. On veut pas la vitesse moyenne entre 0 et 5 secondes. On veut la vitesse instantanée après 5 secondes. Donc, on va utiliser la définition qu'il y a là. Donc, on cherche V de 5, la vitesse instantanée en 5. Ça va être donné comme la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h. A, c'est rendu 5 dans notre histoire, moins f de 5 sur h. Donc là, ici, je vais juste remplacer mes valeurs. Ma fonction, c'est 4,9 fois t au carré. Donc, le t, c'est ça ici. Ça, c'est une étape où je vois beaucoup d'étudiants faire des erreurs, là. Faites attention. C'est vraiment ma machine, comment qu'elle est définie ici. Je lui donne quelque chose, elle fait 4,9 fois ce quelque chose-là au carré. Et là, je lui ai donné 5 plus h. Donc, 5 plus h est au carré. Ici, ça va être 4,9 fois 5 au carré. Je ne vais pas simplifier tout de suite les nombres, là. Je pourrais rentrer ça dans ma calculatrice. Je ne vais pas le faire, ça va se simplifier plus tard. Là, après ça, je peux développer. En fait, je vais juste distribuer. En fait, ce que je vais faire, c'est le truc au carré, je vais le développer. Et je vais utiliser l'identité A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, si vous ne voulez pas utiliser cette identité-là, vous pouvez tout simplement faire la distribution là, et vous allez arriver au même résultat. Donc ici, je vais avoir 5 au carré plus 2 fois 5 fois h plus h au carré. Et encore une fois, je vais traîner ces termes-là là, sans le simplifier, sans le calculer explicitement. On y arrive. Ici, je vais distribuer mon 4,9. Donc, je vais attendre à la fin là, avant de calculer les chiffres exacts. Donc, A plus h au carré, moins 4,9 fois 5 au carré. Donc là, ici, il ne faut pas être intimidé parce qu'il y a beaucoup de termes. Il faut garder son sang-froid. Toute cette grosse affaire-là, c'est rien d'autre que tous ces termes-là que j'ai distribués. Et, ben, en fait, il y a le 4,9 fois 5 au carré que je traîne. Et là, ben là, c'est le moment de faire du ménage. Donc, vous voyez, lui, il meurt avec lui. Ça, c'est un plus, ça, c'est un moins. Donc, on va faire ça. Et en fait, je vais y aller même plus rapidement. Si l'étape que je m'apprête à faire vous paraît comme de la magie, prenez un crayon, votre papier, mettez sur pause et jouez un peu avec les poissons, vous devriez arriver au même résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire ici à côté. C'était A plus B sur C. Ça, c'est égal à A sur C plus B sur C. Donc, une fois que les deux termes au chaque bord sont morts, je me retrouve avec cette fraction-là, plus
cette fraction-là. Mais ici, les h vont se simplifier. Ici, je vais en perdre 1. Donc, je me retrouve avec 4,9 fois 2 fois 5 plus 4,9 fois h. Donc, comme j'ai dit, si il vous manque une explication, là, vous devriez être capable de la retrouver avec un crayon et un papier. Et là, à ce moment-là, ça c'est quoi? Ça c'est un polynôme, il faut faire attention. Ici, h est une variable, c'est quelque chose qui bouge, en fait, à tend vers 0. Donc un polynôme, on voit souvent c'est la forme a plus bx, par exemple. Ici, il faut être capable de l'identifier. Donc ça, c'est une constante, c'est juste des chiffres, ça bouge pas. Et ça, c'est un polynôme de degré 1 en h. On peut dire c'est un polynôme de degré 1 en h. Donc, tout ça pour dire que, en fait, ici, j'ai plus besoin de ça. C'est un polynôme, c'est continu en 0. Donc, je peux juste insérer le 0 là-dedans et je vais faire exprès pour le laisser comme ça, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et là, ici, j'ai 4,9 fois 2, en fait, fois 10, donc 49. Et ici, je pourrais écrire une petite justification par continuité de... Ah, je vais juste écrire par continuité. Vous avez compris, par continuité de ce machin-là ici. Donc, 49, et là, 49, c'est juste un chiffre, on est dans un contexte physique, donc on pourrait faire une conclusion là, avec, si je vous dis à quelle vitesse vous allez, vous dites 49, on ne sait pas si c'est des milles à l'heure, des kilomètres à l'heure, ici dans le contexte, c'est des mètres à l'heure. Donc la balle, donc on a terminé essentiellement ce que je vais faire pour la vidéo, je vais juste faire un petit schéma là. Donc ici, on a notre bonhomme. Et là, il lance la balle. Fait qu'en fait, le scénario qu'on a, là, ça peut être celui-là ici. Ça, c'est 300 mètres. Ça, c'est 0 mètre. On est au sol. Et là, la balle, elle part d'ici. Elle s'en va par en bas en ligne droite. Donc ça, c'est, on pourrait écrire t est égal à 0. Donc, en 0 secondes, la balle est à 300 mètres. Et là, on veut savoir, après t secondes, t égale 5. Peut-être que la balle est rendue ici, par exemple. Et là, la balle tombe. Et on veut savoir, elle tombe à quelle vitesse. Là, c'est ça, on l'a calculé. Donc, 49 mètres secondes. Donc, ici, elle a pris la vitesse et est rendue à 49 mètres secondes. Ici, on pourrait écrire, là, on pourrait supposer que au début, juste avant qu'il la lance, est à 0 mètres secondes. C'est sa vitesse. Et là, ici, elle a une vitesse de 49 mètres secondes. Puis on pourrait se demander, par exemple, au moment où elle touche le sol, combien de mètres secondes, à quelle vitesse ça va être son impact. Ça peut être des questions qui arrivent naturellement dans la physique. Donc, essentiellement, c'est ça pour ce petit chapitre-ci. Puis là, on va se revoir dans une prochaine vidéo. J'essaye encore une fois de les faire un peu plus petits. Parce que je vais synthétiser tout ce qu'on vient de faire. On va voir que, en fait, la notion de pente tangente et la notion de vitesse instantanée sont définies de la même façon. Et on va leur donner un nom. Ça va s'appeler dérivée. Puis là, la prochaine vidéo, on va aller voir c'est quoi la dérivée exactement. Puis on va voir qu'on peut traiter de la dérivée, l'interpréter comme taux de variation instantanée. Donc, à bientôt. À tout de suite, en fait.